Au sommaire de ce 5e Vendée Mag, les derniers moments de calme avant la première grosse tempête de l'océan Indien. Alain Gauthier, le vainqueur du Vendée Globe 1992, nous raconte ce que sont ces mers du Sud. Enfin à Paris, nous nous plongerons dans l'histoire des femmes sur le Vendée Globe. En tête de cette 10e édition du Vendée Globe, après 17 jours de mer, le groupe des 4 Fantastiques est lancé depuis 3 jours dans une cavalcade infernale pour rester accroché à une dépression partie du Brésil qui les pousse en trace directe vers le cap de Bonne-Espérance. Ce quatuor a creusé l'écart sur les 35 autres marins et s'est propulsé dans une autre dimension, celle d'une lutte extrêmement longue pour la victoire finale. Charlie Dalin, en tête avec à sa poursuite Thomas Ruyant et Johan Richaume, était attendu à ce niveau d'engagement et d'intensité à travers l'Atlantique Sud des vallées 4 à 4. En termes de performance physique et morale, ils sont au rendez-vous depuis le départ des Sables d'Olonne et sont lancés dans un combat au très long cours. Les leaders s'apprêtent à entrer dans le tunnel du Tour de l'Antarctique. C'est bien, on arrive à bien la garder cette dépression et on va encore la garder un petit moment. Voilà, ça secoue pas mal, mais ce matin, les conditions de mer sont un peu mieux. C'est vrai que la mer change pas mal en fonction de là où on se trouve. La très bonne surprise, c'est Sébastien Simon, déjà vu à ce niveau sur les transats de préparation, mais qui impressionne par sa constance aux avant-postes et qui a su très vite trouver les réglages optimaux pour mener seul un bateau que l'on savait très performant car vainqueur l'an passé de l'Ocean Race, la course autour du monde en équipage. Et deuxième à bord de Groupe Livreuil. Deuxième Vendée Globe. Ces 4 funambules sont lancés pleine balle sur le fil de la dépression comme sur une slackline entre 2 pics, de part et d'autre, le vide, l'absence de vent. Au centre du couloir étroit, un vent parfait à un angle idéal pour naviguer à la vitesse d'une dépression et surfer sur une mer relativement plate. Mais c'est le sang-froid des marins qui finit par s'échauffer. Les conditions de vie sont rendues très difficiles par la vitesse, le bruit ambiant et les chocs répétés. La fatigue s'accumule et certains commencent à douter de leur capacité à tenir ce rythme endiablé sur un tour du monde. Là c'est vraiment dur parce que en fait comme on essaie de choper un créneau pour s'échapper avec une dépression, c'est vraiment une course de vitesse. Le bateau il saute dans tous les sens, ça va très vite, c'est hyper désagréable. C'est pas rassurant non plus pour le matériel. J'aime pas trop ce groupe là qui bombarde un peu n'importe comment, j'en fais partie, mais on va pouvoir durer comme ça 2 mois quoi. Regardez qui est là. À moins que le match psychologique entre les prétendants à la victoire finale ne commence déjà en tentant d'intoxiquer ses rivaux directs. Allez, 3 devant Excel. Salut Johan. Ça me fait marrer que ce soit Johan qui dise ça, en vrai, parce que c'est quand même un peu le plus bourrin d'entre nous quand même. Depuis le Figaro, on le connaît très bien pour ça. Et je soupçonne les 3 premiers là d'avoir eu des vrais soucis techniques parce que pour le coup, je les ai quand même vraiment trouvés lents et les connaissant, je sais qu'ils sont capables de bien plus que ça. Donc je serais pas surpris qu'ils aient eu des vrais pépins quand même. C'est pas possible de revenir sur eux de cette manière-là. Derrière eux, les autres tentent de suivre sur ce bord sans option. Jérémy Bayou, Nicolas Lunven, Sam Goodchild, Yannick Bestaven et Paul Meillat sont en embuscade à plus de 100 000, mais soit sont débordés par la puissance et le rythme, soit ont préféré ralentir, contraints par des pépins physiques ou techniques, ou tout simplement préfèrent rester prudents. C'était bien sport, la petite dépression qui nous a propulsé là, tout l'Atlantique Sud est en train de nous passer dans le sud là. Et on essaye de rester dans un des groupes des 4 devant là. Ça serait bien si on arrivait à continuer à avancer correctement avec ce groupe-là. Boris Herrmann est finalement le seul skipper favori relégué pour l'instant en milieu de flotte. Une situation qu'il subit depuis l'Atlantique Nord sans parvenir à combler son retard. Une si belle préparation, un bateau neuf préparé depuis 4 ans, les autres sont à 20 nœuds et nous on est là. Ça me rend un peu triste, j'aimerais pouvoir pleurer parfois. J'étais il y a quelques jours avec Benjamin Dutreux et il est à quelques centaines de milles derrière maintenant. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste un jeu. Autour de l'Allemand, les 3 drôles de dames que sont Sam Davis, Justine Métro et Clarisse Kremer
forment une belle patrouille, mais le retard s'accumule et elles ne sont plus dans le même modèle météo que la Tête à près de 2000 km. Disséminés, parfois esselés dans cette ruée vers le Grand Sud, les foilers d'ancienne génération tentent de recoller, mais dépassés par la dépression, ils naviguent dans une mer levée par le passage du coup de vent, puis traversent des zones instables en vent et en état de mer. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Pour tous, c'est une descente au propre comme au figuré, douloureuse, une prise de conscience que la course leur échappe et qu'ils doivent trouver d'autres motivations. Leurs humeurs font le yo-yo, ils enragent au désespoir d'avoir tant donné que pour cette infamie. Mentalement, c'est assez pénible de voir les bateaux de devant s'éloigner et de se faire rattraper par ceux de derrière. C'est vrai que plus on est devant, vous avez bien compris, hein, ça fait une semaine que c'est comme ça. Plus on est devant, plus on va vite. C'est comme dans la vie, plus on est riche, plus on est riche. Voilà. C'est sûr qu'on se cache toujours derrière le fait, ouais, ils ont un meilleur bateau, ils ont un meilleur machin, nanana, mais malgré tout, voilà, on est là, on fait une course et c'est toujours frustrant de voir partir les premiers, mais aussi les petits bateaux qui sont juste devant, les voir s'éloigner petit à petit et de se sentir un peu impuissant. Il faut que je découvre un nouveau moi, j'arrive à exploiter le bateau plutôt en mode record, tout seul, et puis me créer des challenges moi-même, quoi. Ça y est, je crois que j'ai touché du vent et cette fois-ci c'est parti. Parti en direction des 40e. Il y a du vent qui revient! Dans le dernier groupe, les dériveurs se livrent une belle empoignade. Ils encadrent les foilers, perdants de l'avant-poteau noir que sont Arnaud Boissière, Alan Roura et Giancarlo Pedotte. Jean Lecam, Louis Duc, Benjamin Ferré, Violette d'Orange se croisent et se recroisent en cherchant à éviter les trous de vent et en tablant sur l'arrivée d'un nouveau système de dépression pour pouvoir accélérer enfin. Alors aujourd'hui, on a quand même Louis Duc à vue, ça fait depuis Madère que j'ai pas vu un bateau. On va essayer de l'appeler en VHF pour voir. Ouais Louis, je te vois Louis. Comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel. Hein. Bah écoute, pareil, c'est sympa ici, hein. Les conditions sont pas dégueulasses. C'est sûr que là, pour le moment, bon, les vents pourraient être un peu plus stables, quoi. Hein. Des fois, on sait pas trop comment faut s'habiller. Ce matin, scène improbable. Je vais vous montrer ça. Nous avons un concurrent. Et voilà les bateaux de Benjamin, très près. Voilà, on fait des rencontres. Au fil des heures, la température se rafraîchit. Les skippers ressortent leurs équipements hivernaux, profitent de la moindre accalmie pour prendre soin de leur monture, vérifier et effectuer réparations et changements de matériel avant d'entrer dans l'océan Indien. Vendredi 29 novembre à 16h45, Charlie Dalin est le premier à passer la longitude du cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique et s'apprête à entrer en tête, comme il y a 4 ans, dans les mers australes, celles qui font rêver les marins. 2, 1, hop, bon ça y est. Cap de Bonne-Espérance franchi. Prochaine étape, entrée dans l'Indien. Heureux d'en terminer sur ce tronçon Atlantique Sud. Et que la bataille continue. Parce que là, la bataille, elle est serrée là. Thomas Ruyant, Sébastien Simon et Johan Richaume le suivent en 3 heures. Pour nous, observateurs, c'est surtout le premier point de repère terrestre dans cette course et l'occasion de mesurer plus clairement les écarts énormes qui se sont creusés dans la flotte au fil du premier tiers de cette 10e édition hallucinante en termes de densité et de performance. Ainsi, après cette diagonale de fou qui a zébré l'Atlantique Sud, les 4 premiers se tenaient en 3 heures seulement après 19 jours de mer, quand Jérémy Bayou et Nicolas Luneven passaient avec déjà un peu plus de 8h30 de retard, Paul Meillat avec 1 jour de retard, Samantha Davis en 10e position 2 jours déjà et presque 3 jours pour Justine Métro et Boris Herman. Quant aux autres, loin derrière, l'écart paraît abyssal, parfois effrayant. Il y a quoi? Il y a 1000 milles jusqu'à Bonne-Espérance, donc on y est vite. On y est vite, ça sera juste un décalage d'une semaine avec le peloton de tête, c'est pas fort rien. Mais C'est un océan Indien accueillant pour la tête de la course. À l'image du reste du parcours depuis le départ, en dehors du thermomètre qui descend, les océans sont cléments
et laisse passer les bateaux sans trop les violenter. À la faveur des différents bords, Charlie Dalin et Johan Richomme s'échangent la première place. Mais regardez qui est là. Ce ne serait pas ce renégat de Johan Richomme? Charlie Dalin, juste là. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin. Généralement, il va dans la bonne direction. Thomas Ruyant, lui, est légèrement décroché. Je me suis bien arrêté 3-4 heures là, derrière une grosse ligne de grain. Voilà, les trois de devant sont un peu barrés. C'est comme ça. Bon, voilà un petit peu ce qui m'inquiète ce matin. La première grosse dépression australe s'annonce déjà pour le milieu de semaine. Elle arrive de derrière eux, tous commencent à surveiller son évolution. L'objectif est de choisir sa route et d'anticiper au mieux sa trajectoire pour continuer la route la plus courte vers les îles Kerguelen. Dans la descente de l'Atlantique Sud, Manu Cousin connaît une première alerte après un choc avec un objet flottant ou un animal. Suite à mon gros souci de choc d'hier soir, j'ai inspecté tout le bateau ce matin. Ça a touché devant, c'est sûr. J'ai valsé dans le bateau, j'ai des petites contusions à droite à gauche, rien de cassé, donc ça c'est bon. Je vais y aller clairement doucement au début pour écouter vraiment le bateau, voir s'il n'y a pas de choses qui paraissent anormales. Et le but, c'est de continuer ma route. Éric Bellion, lui, a connu une grosse alerte. Les systèmes de safran qui permettent de relever ce qui sert de gouvernail au bateau l'ont lâché, provoquant des embardées et l'obligeant à de longues réparations. J'ai réparé mes descentes de safran, mes safrans se relevaient. Quelle galère. J'espère que ça va marcher. On va avancer comme ça. J'ai bossé là toute la journée. Bon allez, on va essayer de relancer la machine. Je vais crever, vous pouvez pas imaginer mais à quel point. Quel enfer. Pip Air est aussi parfois découragé par les problèmes qui s'accumulent. Pendant que je dormais, la bosse d'enroulement de ma plus grande voile s'est cassée. Elle vient de se casser. Je suis fatiguée. J'ai juste l'impression d'être punie. Vraiment punie. Quel gâchis. Dans ces mers peu fréquentées par le trafic maritime commercial, les concurrents larguent des flotteurs Argo que leur ont confiés les scientifiques de l'Ifremer pour collecter des données et améliorer la connaissance de ces océans sauvages. La deuxième partie de la flotte est emmenée par Jean Le Cam, poussé par un souffle régulier. Le tempo s'est accéléré et tous se préparent à entrer enfin dans l'Indien dans des conditions beaucoup plus rugueuses, avec une grosse dépression qui les cueille au moment où ils s'apprêtent à franchir le cap de Bonne-Espérance et ses courants contraires très violents. On est vraiment juste en avant du front. Ça fortient un peu là. Et on est bien, on est pile bien toilé. Je suis en train de faire des surfs de malade. Au centre du peloton, le groupe de Sam Davis, Boris Herman, ronge son frein, mais il pourrait être l'un des bénéficiaires de cet élastique dont on parle tant. S'il s'est détendu en leur défaveur depuis le début de la course, à moyen terme, ce groupe, épargné par les forts coups de vent dans les jours à venir, pourrait profiter de la situation pour recoller. Devant eux, Paul Meillat, le premier à avoir touché du vent fort, car dépassé par le front et qui était toujours en suiveur du premier groupe depuis l'Atlantique Nord, a fait un gros bond en avant pour recoller au basque de Yannick Bestaven. En tête de course, en fonction de leur placement et de leur vitesse, les stratégies divergent, suivant les conditions de vent qu'ils ont localement et qu'ils prévoient d'avoir au passage de la première tempête australe. Les poursuivants, comme Jérémy Bayou, Nicolas Lunven très tôt, Thomas Ruyant un peu plus tard et même jusqu'à Johan Richomme pour le virage à gauche le plus tardif, ont tous choisi de remonter au nord pour s'éviter le plus fort du vent et la mer très formée qui sera levée par la tempête, puisqu'on parle de creux de plus de 8 mètres. Un choix raisonnable, de bons marins, qui vise à optimiser les vents portants après la dépression, mais dont l'addition en termes de routes supplémentaires parcourues et de temps perdu pourrait être très conséquente. On se dirige vers le nord, je fais même un peu d'ouest tellement je cherche à me décaler. Je fais limite demi-tour, un petit peu pour faire un petit décalage au nord pour venir me placer idéalement avec cette dépression qui va nous amener assez loin après, quasiment en Australie, enfin elle et sa copine. Et on va partir pour un gros sprint vers l'est. Le duo de tête, après avoir longuement hésité et même tenté de reprendre du nord,
choisit lui de profiter au maximum du vent de la dépression en construction et de garder le cap à l'est pour rester devant le système. Il s'agit alors de faire de la vitesse sur la route le plus longtemps possible, et ce quel que soit l'état de mer. Un choix risqué, voire très inquiétant, mais s'il paye, les écarts seront énormes. Quand on voit un temps pareil, c'est dur de croire qu'on va se faire taper dessus après. On va essayer d'aller s'abriter dans le cœur de la dépression qui a l'air suffisamment gros et où il y a l'air d'avoir des conditions un peu plus calmes, disons. Après avoir bénéficié de conditions météo tranquilles jusque-là, excepté un petit coup de vent au Cap Finistère, les concurrents entrent dans le vif du sujet et vont à la rencontre des mers, des vents et des couleurs, de ce pourquoi ils ont rêvé de cette aventure. La tranche de vie qui s'ouvre restera, c'est sûr, comme la plus intense de leur Vendée Globe. Un mois environ, c'est le temps que vont mettre les marins pour parcourir l'océan Indien et l'océan Pacifique avant de ressortir au Cap Horn. Les histoires fortes et la légende de cette 10e édition du Vendée Globe sont en train de s'écrire en ce moment. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, c'est Alain Gauthier. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous avez longtemps été l'expert sécurité de la course. Vous êtes aujourd'hui le team manager d'Isabelle Joschke. Pourquoi ces mers australes fascinent-elles autant les marins et évidemment les terriens ? Vous savez, dans l'imaginaire, le sud, c'est quand même loin des terres habitées. Et puis, il y a aussi la proximité de l'Antarctique, puisqu'on cherche à faire le tour de l'Antarctique, clairement. Donc, tout ça, voilà, plus la légende du Cap Horn, qui est quand même pour beaucoup. Voilà, c'est le sud, avec les mers qui peuvent être aussi... on le sait, très fortes, de par leur taille, mais aussi de par le croisement entre la mer de nord-ouest, la mer de sud-ouest, etc. Vous aviez aussi ramené des images de votre tour du monde. J'ai en tête des images avec de la glace, parce que la route, à l'époque, était beaucoup plus sud. Disons qu'il n'y avait pas de limite de glace. On était libre de faire le tour de l'Antarctique aussi proche qu'on voulait, sauf que naturellement, qu'il ne fallait pas descendre trop sud au risque de se retrouver face à beaucoup d'icebergs. Alors ça nous est arrivé souvent de nous retrouver face à quelques icebergs, donc dans ces cas-là on remontait nord, mais clairement c'était une route relativement risquée, bien sûr. On dit que les marins vont changer de rythme dans cette zone, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il y a plusieurs choses, il y a le rythme de course, notamment est-ce qu'on est à 100% du potentiel du bateau dans le sud ? Clairement non. Parce que voilà, les conditions de mer ne s'y prêtent pas. On l'a vu dans l'Atlantique Sud, entre le Brésil et l'Afrique du Sud. On a vu tous les records qui sont tombés. En fait, c'était dû notamment à une très très belle météo, bien sûr, mais aussi à une absence de conditions de mer difficiles. Donc ça permet de pousser les bateaux très fort. Là, dans le sud, la mer est croisée, peut être croisée par moments de manière assez importante. Et ça freine naturellement beaucoup les bateaux. Et alors psychologiquement, le fait que la première terre australe soit assez loin, comment est-ce que cela joue sur l'engagement que mettent les marins ? Il faut savoir se faire mal, bien sûr. Il faut accepter d'être isolé. Ce sera encore plus flagrant pour les derniers concurrents, parce que je dirais que les premiers, ils savent qu'ils ont 35 bateaux derrière eux quasiment. Si jamais il y avait un souci, on l'a vu dans les éditions précédentes que la survie d'un concurrent pouvait être liée à la présence d'autres concurrents. Donc du coup, quand vous êtes le dernier, ça c'est par contre psychologiquement difficile. Pour les premiers, il faut accepter de se faire mal et puis de pousser les bateaux, juste trouver la bonne limite. L'isolement, il est quand même moins important maintenant que ça ne l'a été, puisqu'il y a le téléphone par satellite, il y a WhatsApp, il y a tout ça. Nous, à l'époque, on parlait avec la Terre peut-être 1 ou 2 fois par semaine et puis c'était tout. Pas de message, rien. On était vraiment bien isolés. Qu'est-ce qui a changé d'autre par rapport à votre expérience en termes d'équipement, de lutte contre le froid, par exemple ? Oh là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être le plus important, c'est les pilotes automatiques. Et on sait que pour un navigateur solitaire, c'est le cœur du bateau. Sans pilote automatique, le navigateur sera obligé d'abandonner. Et clairement, en 89-92, j'ai passé des journées de 15-16 heures à la barre dans le sud. Heureusement, j'avais installé une barre à l'intérieur du bateau. J'aurais pas pu barrer 15 heures s'il avait fallu rester dehors.
Mais pour épargner mes pilotes, je m'astreignais à 15-16 heures par jour, quelquefois, suivant les conditions météo. Donc aujourd'hui, les pilotes automatiques ont vraiment fait un gap incroyable. Et puis sinon, les cirés, la vie à bord. Sur mon premier Vendée Globe, j'avais un bateau en aluminium. Donc autant vous dire que l'isolation à bord était quand même très limitée. La condensation, quand il fait 2 degrés, voilà, c'était très inconfortable. Donc il y a plein de choses qui ont évolué dans le bon sens, si ce n'est le confort réel du bateau, où nos bateaux allaient moins vite, étaient moins raides, étaient moins rudes. Donc ça, c'était vraiment différent. Ça changeait la donne par rapport à aujourd'hui. Merci Alain. Pour terminer ce Vendée Mag, nous sommes allés cette semaine au musée de la Marine à Paris, où est en ce moment installée une très belle exposition sur le Vendée Globe depuis sa création en 1989. C'était l'occasion pour nous de revenir sur la place des femmes dans cette course mythique. On est en direct du musée de la Marine avec plusieurs journalistes. On a quelques questions qu'on va pouvoir te poser. Je voulais savoir comment vous expliquez qu'il y a encore assez peu de femmes dans cette compétition. C'est déjà beaucoup par rapport à une certaine époque. Le nombre de femmes sur le Vendée Globe est assez élevé par rapport au nombre de femmes dans le monde de la course large en général. Si on regarde le chiffre global, c'est 10-15% de femmes dans tout le monde de la course large. Mais c'est juste que ça prend du temps d'avoir des exemples et puis ça prend du temps aussi pour habituer les gens au fait aussi d'avoir des projets performants. Il y a aussi bien sûr le sujet c'est des carrières longues. On voit là le groupe des leaders, ils ont tous entre 35 et 45 ans quoi, grosso modo et donc il ne faut pas disparaître à cette période clé de la vie pour faire partie des meilleurs. On est sur une édition un peu record, déjà par le nombre bien sûr de marins qui sont partis là, le 10 novembre dernier. Et puis on a 6 femmes qui se sont élancées. C'est la première fois qu'elles sont aussi représentées dans la course, avec des femmes qui l'ont déjà fait. Et puis aussi cette figure de Violette d'Orange qui est incroyable, qui a 23 ans, qui est la plus jeune concurrente de l'histoire de la course et qui en plus communique extrêmement bien et nous fait vivre jour après jour sa course. Comment vous expliquez que vous ayez eu, adolescente ou jeune fille, le déclic ? Je me souviendrai toujours de dès que j'ai commencé la voile en optimiste, j'étais toujours la seule fille d'un groupe. Et justement, mes coachs m'ont toujours soutenue. Je sais que ça a énervé les garçons que je sois devant, donc moi, ça m'a toujours boosté. Et après, pour la course large, je pense que c'est le fait d'avoir vu des navigatrices comme Hélène MacArthur, Samantha Davis, Clarisse Skinner, naviguer sur le Vendée Globe, sur la Mini Transat, sur le Figaro. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Isabelle Autissier avec Catherine Chabot, c'est les 2 premières femmes sur le parcours du Vendée Globe. Isabelle va être contrainte à réparer, donc elle est hors course. Et Catherine Chabot va terminer son tour du monde et sera la première femme à boucler un Vendée Globe, à boucler un tour du monde sans escale, sans assistance par les 3 caps. C'est vraiment des figures, avec également Florence Artaud, enfin voilà, ces femmes qui sont parties se mesurer finalement à ces éléments. Je pense qu'elles ont inspiré de nombreuses générations de jeunes filles. Moi par exemple, dans la cour de récréation avec mes copines, on jouait à les imiter, on jouait à Florence Artaud, on jouait à Catherine Chabot, à Isabelle Autissier, c'était vraiment nos modèles. Elles sont 15 à s'être relancées, elles sont 6 d'ailleurs sur cette édition et seulement 10 à l'arrivée avec le meilleur classement qui est la 2e place pour Hélène MacArthur en 2001. Donc là il y a des tenues de Catherine Chabot et Isabelle Autissier. On a sa bibliothèque aussi à Catherine Chabot. On a des dessins envoyés en fait notamment par des écoles qui l'ont suivi avec des petits mots d'encouragement. C'était important pour nous qu'elle soit représentée dans les objets montrés au public et puis bien sûr dans la scénographie, à travers les images, à travers les photographies que l'on présente au public. Il faut qu'il y ait un certain équilibre pour être dans le vrai aussi, dans cette exposition. Alors Hélène MacArthur, elle est une des plus jeunes à se lancer sur le Vendée Globe. C'est une femme britannique. On la voit dire adieu à ses parents au départ, pleine de larmes. Et puis on la voit vraiment se battre contre ces grands marins, et notamment Michel Desjoyaux. Et ils sont vraiment au coude à coude pour la victoire. Et finalement, donc c'est Michel Desjoyaux qui s'impose, mais Hélène arrive vraiment, comme un second vainqueur de cette édition du Vendée Globe. Et on la voit embrasser
quitter son bateau à l'arrivée. Et elle va dire finalement le plus dur au moment de l'arrivée, c'est de quitter mon bateau, après le parcours incroyable qu'elle vient de faire. Je reprendrai cette citation de Sam Davis qui dit qu'effectivement la force mentale va compter autant que la force physique, et je pense que les femmes peuvent faire preuve d'une extrême force mentale. Je dis ça parce que je suis une femme peut-être, mais voilà, dans le cours de leur vie, il faut peut-être qu'elles fassent encore plus preuve de force mentale que les hommes. Enfin, c'est une supposition.